Oui, donc la suite de la correction, donc de partie 2. Donc je reviens vite fait, hein, j'ai corrigé, tout simplement. Donc c'est bien les trois premières valeurs qui correspondent à la théorie de Newton, puisque le gamma est bien égal à 1 ou pas loin. Et les deux dernières lignes, c'est-à-dire les protons ici, eux ont un gamma suffisamment éloigné de 1, rien que le premier proton, si on fait l'écart relatif, 1,63 moins 1, ça nous fait 0,63, si on multiplie par 100, ça fait 63% d'écart relatif déjà, ce qui est énorme, et puis pour l'autre, n'en parlons même pas. Hein. D'accord, c'est colossal. Alors, on vous demandait à la question 4 d'expliquer en point graphique ci-dessous permet de comprendre que dans de nombreuses situations, la mécanique de Newton reste pertinente. Alors, moi, ce graphique, je vous l'avais déjà donné sur la carte mentale qui est ici. Donc, en quoi on voit que la mécanique classique de Newton reste valable dans la majeure partie des cas? Eh bien, tout simplement, si on regarde ici le graphique, gamma en fonction de V sur C, puisque ce qui nous intéresse, c'est le rapport V sur C ici, gamma, vous voyez qu'il garde à peu près la valeur de 1 jusqu'à quasiment 50% de la vitesse de la lumière, ce qui est colossal. Hein, donc avant qu'un objet atteigne la vitesse de la lumière et qu'on voit vraiment les phénomènes de la relativité restreinte se mettre en place comme le phénomène de la dilatation, le phénomène de la conséquence, c'est-à-dire la dilatation du temps, des durées, eh bien, il faut trouver cet objet. Hein, pour l'instant, c'est compliqué. Voilà. Donc, par la suite, donc, je vous demandais de faire un petit calcul. Pour quelle valeur de V le facteur de Lorentz modifie-t-il de 1% le résultat d'une mesure durée par rapport à la mécanique classique? Si le facteur de Lorentz est modifié de 1%, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'écart relatif? Puisqu'en réalité, c'est en lien avec la toute première question. L'écart relatif, je vous rappelle, c'est gamma moins 1. D'accord? Donc, si votre facteur de Lorentz varie de 1%, pardon, ça revient à 1 sur 100, c'est-à-dire 0,01. D'accord? L'écart relatif. Donc, on pose que l'écart relatif, gamma moins 1 égale à 0,01. À partir de là, le calcul se déroule sans trop de problèmes. Donc, on avait dit gamma moins 1 égale à 0,01. Donc, gamma moins 1 égale 0,01, ça veut dire que votre gamma, ça fait 1 plus 0,01, ça fait qu'un gamma vaut 1,01. D'accord? Gamma vaut 1,01, et bien à ce moment-là, on reprend la formule du facteur de Lorentz, gamma égale 1 sur racine carrée de 1 moins v carré sur c carré, égale à 1,01, et moi je cherche quoi? V. Donc là, ce ne sont plus que des maths. Donc pour résoudre ça, eh bien déjà, on retourne l'égalité, c'est-à-dire qu'on fait passer les dénominateurs au numérateur et les numérateurs au dénominateur. Et derrière, on fait passer la racine carrée de l'autre côté. Ça nous donne donc tout de suite 1 moins v carré sur c carré égale à 1 sur 1,01 carré. Une fois qu'on a fait ça, on va isoler v. On fait passer le 1 de l'autre côté, ça fait donc moins 1 de ce côté-là. Et après, on fait passer le moins. Ça veut dire que votre moins 1 devient plus 1, et devant, ici, il y a un moins qui apparaît. Donc ça vous fait 1 moins 1 sur 1,01 au carré. Ensuite, on fait passer le c carré de l'autre côté. Et ensuite, on fait passer le carré de l'autre côté, ce qui fait apparaître la racine carrée, et le carré sur c disparaît, puisque vous savez tous que racine carrée de c carré, ça fait c. Ensuite, on prend la valeur de c. Alors moi, j'ai pris la valeur exacte, mais vous pouvez prendre 3,00 fois 10 puissance 8. On multiplie par 1 moins, racine carrée de 1 moins 1 sur 1,01 au carré. On obtient 4,21 10 puissance 7 mètres secondes moins 1. Si on veut, on peut le mettre en kilomètres par heure. C'est multiplié par 3,6. Et on s'aperçoit que 4,21 fois 10 puissance 7 mètres secondes moins 1, c'est 14% de la célérité de la lumière. Ce qui veut dire que pour faire varier gamma, le facteur de résistance, de 0,01 de sa valeur, il faut que l'objet qu'on étudie atteigne une vitesse de 14% de la célérité de la lumière. Autrement dit, à l'heure actuelle, on ne sait pas fabriquer ce genre d'engin. C'est donc pour cela que la conclusion qu'il faut que vous reteniez absolument, c'est que, eh bien, pour avoir donc une prévision relativiste, qu'elle diffère de 1% par rapport à un calcul newtonien,
il faut que la vitesse soit supérieure à toutes les vitesses des phénomènes terrestres et astronomiques que vous connaissez généralement. Donc autrement dit, ça va être très limité. Les phénomènes où la relativité restreinte va se faire ressentir en termes de conséquences. Voilà. Les choses dans la vie quotidienne, il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Après, des observations, où il faut en tenir compte, il y en a. L'astrophysique, la physique des particules comme les protons dans les accélérateurs qu'on a étudié tout à l'heure. Et puis, un outil que vous utilisez quotidiennement, qui est dans votre téléphone portable, le GPS. Et oui, le GPS doit tenir compte de deux corrections, la relativité restreinte et la relativité générale. Les deux se conjuguent. D'ailleurs, c'est même plus la relativité générale que la relativité restreinte dont il faut prendre en compte pour les GPS. Alors ensuite, une petite histoire, pareil, une expérience de pensée, d'accord? Le paradoxe des jumeaux. Alors, pour bien réussir cette activité, il faut se poser les deux questions que je vous avais dit. Quels sont les deux phénomènes dont nous allons mesurer la durée et quel est le référentiel où ces deux événements se déroulent au même endroit pour être capable de dire si c'est la durée propre ou la durée impropre. Alors, première question, c'était pas très compliqué. On vous disait qu'on prenait deux personnages, Abdou et Didier. Abdou va partir en voyage dans une fusée qui va à la vitesse de 0,995 C, hein, c'était écrit, si je vous remets vite fait, ici, d'accord, 0,995 C, ce qui fait que, concrètement, si vous prenez l'expression du facteur de Lorentz, 1 sur racine carrée de 1 moins V carré sur C carré, V c'est 0,995 fois C, les C se simplifient, il vous reste racine carrée de 1 moins 0,995 au carré. Ça ne sert à rien de calculer la valeur de V pour après faire V carré sur C carré. Perte de temps, chiffre significatif à gérer, ça ne sert à rien. On obtient 10,0 au niveau des CS, puisqu'ici il y avait 3 CS. Alors, on se met du point de vue de Didier. Didier, c'est le personnage qui reste sur Terre, je vous rappelle. Donc, de son point de vue, qu'est-ce qu'il va voir au niveau du voyage de son camarade? Eh bien, lui, il part du système solaire, son copain, Abdou, et il part sur GJ 832. Ok? Donc, autrement dit, les deux événements qui vont nous intéresser. Événement 1, c'est le départ, d'accord, d'Abdou. Le départ en voyage d'Abdou. Événement numéro 2, c'est l'arrivée d'Abdou ici. Voilà, ça c'est les deux événements. Et on cherche à déterminer la durée de ces deux événements, d'accord, du point de vue de Didier. C'est ça que ça veut dire. Donc, du point de vue de Didier, c'est bien Abdou qui voyage, qui s'éloigne de lui. Et donc, si on revient ici, on vous dit que GJ 832 est à 16 années-lumière. 16 années-lumière, c'est la distance qui sépare GJ 832 de la Terre. Et une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en un an à la vitesse C. Et là, votre fusée ne va pas à la vitesse C, elle va à presque la vitesse C. Ce qui veut donc dire, pour calculer la durée du voyage d'Abdou, il va falloir faire un delta de T, d'accord, est égal à 16 sur 0,995. Ok, avec simplification des C ici, hein, ça nous fait à peu près 16 ans. Puisque en réalité, ça change quasiment rien, puisque ici, votre V, c'est presque C. D'accord? Donc c'est pas loin d'être la même chose. Hein. Donc ici, pour faire le calcul, hein, vous prenez donc 16 années-lumière ici, c'est égal à 16 fois C, c'est-à-dire 16 années fois C à la vitesse de la lumière, et de l'autre côté, vous avez la même distance à parcourir, 16 années-lumière, mais à 0,995 fois C, d'accord, fois le delta Tm. Et puis après, vous mettez les deux expressions l'une en face de l'autre, et vous séparez delta Tm. Alors ici, j'ai mis delta de Tm, pas delta de Tp. Comment je sais que c'est delta de Tm, c'est-à-dire la durée mesurée dans le référentiel impropre, c'est-à-dire la durée impropre? Eh bien, les deux événements, le départ et l'arrivée d'Abdou, ne se passent pas au même endroit dans le référentiel de Didier, c'est-à-dire dans le référentiel terrestre. Donc, la durée mesurée par Didier, d'accord, eh bien, vous l'avez deviné, c'est la durée impropre,
parce que le référentiel terrestre, c'est le référentiel impropre. Donc on obtient une durée de 16 années à peu près. 25 plus 16, il aura 41 ans quand Abdou arrive à la fin de son voyage. Maintenant, du point de vue de Didier. Du point de vue de Didier, toujours, donc comme à la question 2, on s'intéresse à l'âge d'Abdou quand il arrive à proximité. D'accord? Et là, Didier, il se met à calculer l'âge d'Abdou, mais Abdou, lui, il a été soumis à quoi? Eh bien, il est dans le référentiel de la fusée, d'accord? De son engin spatial. Et dans ce référentiel, la durée n'est pas la même que dans le référentiel de Didier. Donc, Abdou, son âge, c'est par rapport à l'horloge qui est accrochée au référentiel de sa fusée. Est-ce que vous me suivez bien? Ce qui veut donc dire que la durée du référentiel dans lequel accroché à la fusée d'Abdou n'a pas mesuré la même durée que l'horloge qui est avec Didier. Comment on fait pour trouver ce résultat? Eh bien, on utilise le fameux facteur de Lorentz et la relation, vous vous rappelez, delta Tm, c'est égal à delta de Tp fois gamma. Autrement dit, la durée impropre, c'est gamma fois la durée propre. Et moi, ce coup-ci, je veux la durée propre. Alors, comment je sais que c'est la durée propre? Eh bien, on est d'accord que le départ d'Abdou et l'arrivée d'Abdou, dans le référentiel de la fusée, se passent au même endroit, c'est-à-dire dans la fusée. Est-ce que c'est bien compris? Donc, ce qu'il faut, c'est bien repérer les événements et se poser la question, ces événements se passent-ils au même endroit dans le référentiel étudié ou dans deux endroits différents? Dans le même endroit, c'est le référentiel propre. Donc on fait le petit calcul, 16 divisé par 10, ça fait 1,6, ça fait 1 an et demi. À peu près, en moyenne, 1,6, on arrondit pour que les calculs soient faciles. Donc Abdou a 26 ans et demi. Et là, Didier, lui, il a 41 ans, Abdou a 26 ans, alors que les deux copains au début du voyage, ils avaient le même âge, 25 ans, et maintenant ils n'ont plus. Dilatation des durées. Maintenant, on vous dit qu'Abdou fait un demi-tour. D'accord? Il va faire un demi-tour, ici, hop, il fait un demi-tour, hop, il change de direction, et puis après, il revient. Hop. Et là, il retrouve son pote. Et là, la grande question, c'est quel âge il va avoir. Donc, on vous demande pourquoi devons-nous préciser qu'Abdou est très robuste. Eh bien, tout simplement parce qu'il est passé de vitesse à plus 0,995 c dans un sens à moins 0,995 c dans l'autre sens, puisqu'il a fait un demi-tour, vous vous rappelez, ce qui fait une accélération moyenne, je vous avais donné la formule de calcul, de 25 G. 25 G, c'est-à-dire 25 fois, il ressent 25 fois l'intensité de la pesanteur, c'est-à-dire 25 fois son poids, impossible pour un être humain. Abdou est un robot, alors, conclusion. Hein. Donc voilà, donc là on est sur quelque chose pour vous montrer que, voilà, et ça d'ailleurs ça va nous aider par la suite. Alors maintenant on continue, quel est l'âge de Didier lorsqu'Abdou revient sur Terre? Tout simplement, l'âge de Didier, s'il a pris 16 ans à l'aller, il prend 16 ans au retour. Didier, qui est resté sur Terre, lui il a 57 ans. Maintenant, du point de vue toujours de Didier, quel est l'âge d'Abdou lorsqu'il revient sur Terre? S'il a pris 1,6 années à l'aller, il prend 1,6 années au retour. Il a maintenant 28 ans. Donc les deux copains qui se retrouvent, il y en a un qui a 57 ans et l'autre qui a 28 ans. Incroyable. D'accord? Donc Didier est beaucoup plus âgé. Voilà. La suite, je vous la fais sur une autre vidéo.